Bon après-midi tout le monde et soyez les bienvenus ceux qui sont avec nous ici dans cette salle et aussi à distance. Alors, je représente le Commonwealth, le bureau de Commonwealth, et je vais présider cette session excellente qui rassemble une élite des intervenants. On va parler des données, comment peut-on utiliser les données pour améliorer l'apprentissage et comment utiliser les données compressées pour améliorer l'apprentissage. Et je suis ravi d'avoir cette élite des panélistes pour discuter cette ce sujet. Alors, on va discuter comment peut-on améliorer les rapports et aussi l'usage des données pour améliorer l'apprentissage. Avec nous dans ce panel, avec nous Jaime Saavedra, il est le directeur mondial de l'éducation dans la Banque mondiale. Aussi avec nous, son Excellence Dr Dipu Moni, il est la ministre de l'éducation à Bangladesh, et avec nous aussi son Excellence Tariq Shawqi, ministre de l'Éducation et l'Éducation technique, et aussi Robert Jenkins, qui est le directeur de l'éducation à l'UNICEF. Alors, je ne vais pas être longue. On va aller directement au sujet et on va donner la parole à notre collègue pour parler des données compactes et puis on va passer à Jaime. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis vraiment heureux d'être avec vous et avec des collègues ici sur le podium. Je suis vraiment heureux et ravi d'être avec vous. Dans les 2 premiers jours, je peux dire qu'il y a des innovations qui sont impressionnantes qui sont présentées ici. Mais il y a cette transformation qui n'est pas vraiment découverte. Il y a des explorations pour savoir comment faire réussir cette transformation pour passer à cette ère de technologie, etc., et de la conversion de plusieurs plateformes à des plateformes plus innovantes. Quand on parle des données, on peut dire qu'il y a une certaine rapidité qui n'est pas attendue au niveau de la technologie, mais le rythme de développement de l'éducation au niveau de l'adoption de la technologie est lent. Il y a une comparaison entre ce qui se passe maintenant et ce qui était le cas 15 ans avant. On peut dire et conclure que maintenant, les données peuvent nous aider à atteindre le changement qui est attendu. Le 3e point, c'est le partenariat. Jaime et de la Banque mondiale, Stefani Giannini et le directeur général, la directrice générale assistante de l'UNESCO, et alors il travaille de proche avec l'UNICEF. Je pense que les données sont un sujet qui est très important, qui facilite les partenariats et qui facilite et encourage toutes les parties prenantes à travailler dans la même direction et comme ça traduire ces données à des informations qui sont tangibles. Alors, on veut remercier tout le monde pour cette opportunité et maintenant, je vous reviens le microphone ou bien je passerai le microphone directement à Jaime. Merci beaucoup, Rob. Je voudrais premièrement élaborer ce que Rob a déjà dit, l'importance des données. Alors, on vit
dans une crise de l'éducation qui n'est jamais arrivée pendant les 10 dernières décennies. On peut dire que il y avait le terme de l'apprentissage appauvri, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des enfants qui sont privés maintenant de l'éducation. Il y a une crise de analphabétisation. Les enfants âgés de 10 ans doivent être capables de lire. Mais malheureusement, il y avait un phénomène qui a été détecté, c'est que ce nombre des enfants âgés de 10 ans qui ne savent pas comment lire est en augmentation et c'est une crise. Alors, il y a des efforts de l'UNESCO et de l'UNICEF qui ont dit que ce chiffre peut augmenter et que ça peut monter à un pourcentage plus élevé. Et c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui du besoin de bâtir des ensembles, des solutions pour aider les gouvernements à prendre des actions pour sauver cette génération. Cette génération dans plusieurs pays qui souffre. Il y a un fossé de 2 ans parfois dans certains pays. Les enfants n'accèdent pas aux écoles au temps convenable et à l'âge convenable. Mais pour faire cela, on doit savoir où sont-ils, ces enfants. Maintenant, quand l'enfant revient à l'école, peut-être qu'il a les compétences de 3e niveau, de 4e niveau. Et c'est pour cela on a besoin de savoir où ces enfants ont été avant qu'ils rejoignent les écoles. Peut-être que ces enfants sont en arrière parce qu'il y a des difficultés au foyer, mais il y a vraiment des enfants qui ont besoin de beaucoup de soutien pour rattraper le niveau de leurs amis. Alors, avec nous, Monsieur le ministre de l'Éducation et l'Éducation technique de l'Égypte, il va nous parler, bien sûr, de la situation de l'Égypte. Mais de toute façon, on a besoin des données. Chaque pays a des données et ces données reflètent où sont les enfants qui ratent leur classe. Et l'autre question qui se pose est-ce qu'on est vraiment dans une crise de données dans cette ère de l'information et des données? Il y a le pays Bangladesh où il y a des données, mais on pose la question sur la nature de ces données. Est-ce qu'on parle des données compactes ou bien un autre type de données? Dans beaucoup de pays, ils ne savent pas quel type de données ils ont. Si on parle de l'Afrique subsaharienne, ils ne savent pas leur situation. Parfois, si on revient 10 ans avant, on va voir que le pourcentage de 53% de la pauvreté éducative, c'est un pourcentage qui atteint 90% dans des pays africains, d'autres pays africains. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas un diagnostic qui est suffisant. Il n'y a pas de connaissances vis-à-vis le chiffre des enseignants, combien des enseignants dans chaque environnement, dans chaque région, combien des étudiants joignent les écoles. Il y a des exemples de gouvernement de Gujarat qui savent par nom
tous les enseignants qui enseignent dans les écoles, s'ils enseignent ou non, mais il y a un autre exemple au Brésil où il y a une municipalité dans une ville où il y a une connaissance de tout ce qui se passe dans les écoles. Malheureusement, dans plusieurs pays, par exemple en Nigeria, si vous posez la question sur les municipalités ou bien les ministres des éducations, ils vous disent on ne sait pas. Et c'est pour cela, il est très important de savoir ce qui se passe dans la classe. Peut-être que les enseignants sont là, mais est-ce qu'ils enseignent vraiment? Est-ce que leur performance est bonne? Est-ce qu'ils agissent et réagissent d'une façon qui est acceptable dans les classes et avec les élèves et les étudiants? Il y a 11 pays dans les pays de Proche-Orient et Afrique du Nord où il y a des enfants qui accèdent les écoles quand ils sont âgés de 7 années. Et dans l'Afrique subsaharienne, il y a 33 pays qui n'ont pas les mesures convenables pour aider les enfants à apprendre davantage. Alors, il y a dans l'Asie du Sud, il y a 8 pays qui n'ont pas pris des mesures d'apprentissage pour améliorer la performance des enseignants. Et comme ça, si on jette un coup d'œil sur ces disparités, on conclut qu'il y a des différences, qu'il y a des fossés à combler. Ce qui se passe dans le monde au niveau des mesures d'apprentissage. Qui prend ces mesures d'apprentissage? Par exemple, au cas de Bangladesh et de l'Égypte, c'est le gouvernement qui prend ces mesures. Mais on sait que ces pays, ils participent dans des évaluations internationales. Dans certains pays, il y a une participation dans toutes les évaluations comme PISA pour avoir une comparaison référentielle et en même temps, ils ont une évaluation nationale. Dans d'autres pays, il n'y a pas ces tests nationaux. Et comme ça, je ne peux pas dire que c'est général parce qu'il y a des disparités. On a des donateurs comme la Fondation Melinda Gates, comme GPE, comme l'AFD et aussi l'USAID et l'UNICEF, la Banque mondiale ou l'UNESCO qui présentent de financement et parfois des assistances. Et aussi, il y a des fournisseurs des assistances techniques comme des organisations comme RTI, OECD et ETS, et il y a bien sûr des programmes d'évaluation régionale comme CPLM et d'autres. Et il y a bien évidemment des programmes d'évaluation internationale comme PISA, comme je vous ai dit au début. Mais à cause des besoins de coordonner et collaborer dans ce contexte qui est compréhensif, l'UNESCO et l'UNICEF et la Banque mondiale ont travaillé ensemble pour combler ce fossé d'apprentissage, pour garantir que tous les pays ont des données de qualité pour évaluer les apprentissages des enfants et pour savoir si les systèmes d'éducation marchent ou non. Et dans ce système de données compactes, notre but, c'est d'avoir un engagement pour garantir que tous les pays et surtout les pays pauvres ont au moins une mesure de qualité d'ici 2025. Pour l'Égypte et Bangladesh, ils ont déjà pris cette mesure, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas déjà pris aucune mesure pour améliorer l'apprentissage. Alors, d'ici 2025, c'est-à-dire 4 ans, on doit assurer que
tous les pays concernés prennent une mesure pour améliorer l'apprentissage. Et pour rendre cela réalisable, on doit coordonner les efforts pour avoir une initiative qui vise à augmenter la disponibilité, l'usage et l'impact de données d'apprentissage. On a également besoin d'avoir un élargissement des mécanismes efficaces et flexibles pour renforcer la capacité de la production des données de bonne qualité et utiliser ces données. Et comme ça, on peut entamer plusieurs programmes et couvrir plusieurs écoles et on ne veut pas seulement ce genre d'action, mais on veut quelque chose qui se passe régulièrement de la part des parties prenantes. Je voudrais passer 1 minute dans cette tranche parce qu'il y a une nécessité de savoir les sources des données. Et je vais vous donner 3 piliers. Alors, premier pilier, s'agit de la mesure du progrès d'apprentissage. Quand il y a l'apprentissage qui se déroule, les enfants apprennent comment lire, comment écrire, comment acquérir des informations scientifiques, mais on a besoin une comparaison temporelle, soit nationale ou régionale ou internationale. Peut-être que le pays participe au test PISA et cela permet à ce pays de savoir s'il y a une augmentation, s'il y a une amélioration, et il y a des pays où il y a des tests nationaux et qui sont satisfaits. Le plus important, c'est d'être capable de préparer vos enfants et de préparer vos parties prenantes pour savoir si vous êtes en bon état ou non. L'autre chose, c'est de diagnostiquer votre situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enfants reviennent de l'école et à cause de la pandémie COVID-19, il y avait une fermeture des écoles partout dans le monde et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir une évaluation du niveau des enfants pour savoir s'ils peuvent continuer leurs apprentissages avec soutien ou sans soutien, s'ils peuvent s'asseoir pour avoir des tests, etc. Mais on a besoin d'agir aujourd'hui et aussi d'agir après 2 mois, 3 mois, car on doit décider notre plan de rétablissement aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin de faire, et comme j'ai dit au début, on veut un engagement de la part des pays que d'ici 2025, tous les pays prennent des mesures d'améliorer l'apprentissage et on doit garantir que les pays doivent des évaluations pour au moins 2 matières, par exemple, et cela va nous permettre de mesurer le niveau d'apprentissage. Alors, 2 matières, évaluer 2 matières et 2 niveaux d'école et d'où tourner d'ici 2030. Par exemple, le Brésil, l'Égypte et le Bangladesh, ils ont déjà pris cette mesure d'apprentissage qui est basée sur l'évaluation de 2 matières, 2 niveaux d'école et d'où tourner. Alors, en même temps, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore atteint ce but. Le deuxième pilier, c'est mesurer les
composante de l'apprentissage à la classe. Est-ce que les enseignants sont présents dans leur classe? Est-ce que les enfants et les élèves sont présents dans leur classe, etc. Et pourquoi c'est utile? Parce que ça nous permet de savoir s'il y a un respect du curriculum, de la performance et comment le secteur de l'éducation applique le curriculum. Il s'agit aussi de savoir ce qui se passe au niveau du conducteur des l'apprentissage ou les apprentissages. Et de toute façon, il y a des outils qui peuvent être utilisés par les maîtres et par les professeurs et les enseignants nationalement pour savoir où se trouve l'étudiant et l'élève maintenant, et cela pour adapter la méthode et la méthodologie des enseignants pour satisfaire les besoins des élèves. Et comme ça, on va savoir quel est le cas et l'état des écoles et institutions éducatives. Et la troisième chose, le troisième pilier est les mesures en ce qui concerne ce qui se passe et ce qui déroule dans la classe, car l'enseignant doit recevoir un feedback sur sa performance à la classe. Alors, ce sont des différents types de données qui doivent nous unir pour travailler ensemble d'ici 2025, d'ici 2030. Il y a des principes qui sont partagés pour bâtir des méthodes en commençant par les exploits d'aujourd'hui. Et aussi, il faut encourager les pays à avoir plus de flexibilité et surtout les décideurs et les hommes de politique. Et cela pour protéger les données personnelles des étudiants et des élèves. Et je voudrais partager avec vous quelques chiffres. Quel est le volume des efforts collectifs qui sont fournis par la communauté internationale pour commencer à combler ces fossés au niveau de données? Par exemple, il y a un chiffre qui stipule qu'il y a de différents niveaux. Certains pays doivent commencer des accumulations qu'ils ont déjà. D'autres pays, ils doivent commencer de zéro. Et comme ça, quand on parle de 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire évaluer 2 matières de classe de niveau et aussi savoir ce qu'il faut faire dans les années qui viennent. Quand on parle de la production des données, on doit évaluer les ressources financières. D'où peut-on collecter l'argent et les financements? Est-ce que cela va être à travers des crédits, à travers des donations, à travers des bourses, etc. Parce qu'on parle d'une tâche qui est permanente. Et quand on parle d'un projet de cette nature, on peut dire par exemple, voilà, l'UNICEF va nous aider à payer ce projet ou bien ce programme va être financé par la Banque mondiale, etc. Mais il ne s'agit pas seulement de financement par une certaine entité. Ce qu'on a besoin de voir, c'est une planification du budget, c'est-à-dire que les financements sont permanents pour produire les données et utiliser ces données efficacement. Et dans le processus de AIDA, et c'est une branche de la Banque mondiale qui traite les problèmes dans les pays pauvres et surtout les 10 plus pauvres pays du monde pour les aider à effectuer leurs tâches. Jaime.
Est-ce que vous pouvez conclure dans la minute qui vient? D'accord. Alors, il y a, en ce qui concerne le pilier, il y a plusieurs budgets qui sont consacrés pour avoir des sondages dans les écoles, qui est estimé à 80 millions de dollars. Il y a d'autres budgets qui sont consacrés selon les piliers. Mais de toute façon, on peut résumer et dire qu'il y a des priorités immédiates à cause du COVID-19. Et pour résumer aussi, pour le pilier numéro 1, on a par exemple 25 pays qui sont des pays pauvres, et c'est-à-dire il y a des services qui sont modestes et qu'il y a des outils simples qui nous disent si je suis au niveau ou non. Et pour effectuer cela dans 25 pays, ça nous coûtera 50 millions de dollars et on peut l'effectuer pendant 18 mois. Et bien sûr, quand on a un élargissement, expansion du temps à cause de l'urgence et à cause de la situation du COVID-19, bien sûr qu'on sera obligé d'adapter notre plan. De toute façon, ce qu'on veut dire si il faut être au courant de l'importance des données pour ça, et aussi il faut savoir où on est pour savoir comment agir et réagir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces données et cette présentation sur l'importance des données. Maintenant, je passerai aux excellences, les ministres, pour commenter sur ce que M. Jaime a dit. Alors, on va passer au ministre Monet pour nous parler de la situation de Bangladesh. Je suis ravi d'être avec vous. Merci Jaime beaucoup pour cette présentation. Permettez-moi de commencer par dire que c'est le 50e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis et je saisis cette opportunité pour vous souhaiter tous une bonne fête de l'indépendance. Et je vous félicite pour cet anniversaire qui est célébré et qui célèbre aussi le patrimoine et l'héritage du fondateur Cheikh Zayed, feu Cheikh Zayed. Quand on parle de ce sujet Bangladesh, on peut dire que les chiffres sont énormes. Et quand il s'agit de l'éducation, la prise de décision doit être correcte. Mais l'éducation, c'est très critique et c'est très important parce que vous prenez une décision aujourd'hui et vous ne voyez pas l'impact immédiatement, mais vous le voyez, vous voyez les résultats après quelques années. Et c'est pour cela que vous devez prendre la bonne décision. Et comme on dit décision, on dit des choix, c'est-à-dire les choix doivent être corrects et vous devez être informé et vous devez savoir exactement ce qui se passe. Vous devez être au courant de votre situation et vous devez savoir ce qui sera votre destination. Et en ce qui concerne les données, vous devez avoir des données de qualité pour informer les décideurs et les hommes et les femmes de politique. Et en ce qui concerne les systèmes de données dans le gouvernement et surtout dans le ministère de l'Éducation, pour nous, on a consacré une autorité pour suivre la collecte et la production et le partage des données. Bien sûr, il y a la validité, l'intégrité et toutes ces composantes qui sont très nécessaires pour gérer bien les données. Et surtout maintenant, dans cette crise de COVID-19, on parle des pertes d'apprentissage, on parle des fossés à combler. Et c'est pour cela qu'on a vraiment besoin de savoir où on est,
quelles sont les pertes qui ont été détectées chez les enfants et chez les élèves. Alors, on veut diagnostiquer la nature et le volume de ce fossé et on n'est pas sur 100% en ce qui concerne la perte de l'apprentissage, mais on a donné à nos enfants et aux élèves, aux étudiants à travers plusieurs médias. Et on a pu arriver à 65% des élèves. On leur a donné des tâches et des devoirs à effectuer et à faire dans leur foyer. Et on peut dire que en 2020-2021, il y avait des tâches et des devoirs pour évaluer leurs performances, leurs apprentissages. Et pendant l'examen annuel dans chaque classe, ces examens ont été déjà donnés par les enseignants concernés pour savoir le niveau de performance de chaque élève, s'il y a un retard et s'il y a une nécessité pour rédiger et poser un plan pour rattraper tout ce qui est raté. Et on peut dire qu'il y avait des certificats de lycée qui ont été octroyés et maintenant, après quelques mois, on verra quelques résultats de certaines évaluations et surtout ces évaluations qui ont ciblé le diagnostic de la performance des enfants pendant la pandémie COVID-19 et aussi on a essayé de collecter plusieurs données et on finira ces tâches d'ici un mois. Et il y a aussi une évaluation qui s'effectue pour les élèves de lycée. Et l'évaluation de diagnostic va être effectuée au début de l'année prochaine pour tous les élèves et les étudiants dans 4 matières, maths, anglais, sciences, et les écoles vont donner le test, mais selon notre plan, les données vont être analysées par nos experts. Alors, on fait ce qui est possible dans cette crise de COVID-19 parce qu'on croit que sans une compréhension totale de ces pertes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pertes d'apprentissage. Sans savoir exactement la nature et le volume de ces pertes, on ne pourra pas planifier correctement pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Et pour être sûr et certaine, on a mené une étude pour savoir quelle est l'évaluation la plus efficace pour adresser les difficultés d'apprentissage pour les élèves. Et au niveau des objectifs des Nations Unies, je vais essayer de finir dans 30 secondes. Bangladesh est devenu un pays qui applique régulièrement les objectifs, les arrangements et les actions pour atteindre les objectifs onusiens et on fait une comparaison référentielle et on évalue aussi nos performances pour savoir si on peut atteindre tous les objectifs onusiens ou non. Et il y a un progrès de toute façon. Et c'est pour cela on est ambitieux et on pense qu'on va être capable d'atteindre les objectifs, mais on doit travailler ensemble, tous les pays. Et bien sûr, on croit que mondialement, on doit atteindre ce progrès et réaliser les buts attendus pour rendre notre planète une planète où on peut vivre ensemble paisément. Merci. Et de vous avoir interrompu, c'est très intéressant. Ça nous a beaucoup informé sur les choix
sur tout ce qu'on fait ici. Merci, honorable ministre Chawki. Même question à vous. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites avec les données en Égypte et quelles sortes de défis auxquels vous faites face? Oui, c'est vrai. Tout d'abord, j'aimerais remercier Robert Downey pour l'initiative sur le compact de données. Nous croyons à l'objectif de ça. En parlant des capacités, nous avons essayé de révolutionner le système d'éducation depuis 3 ou 4 années en collaboration avec la Banque mondiale et UNICEF. COVID, malheureusement, a perturbé notre travail énormément et nous avons lancé un système d'éducation internationale des niveaux 1, 2, 3. Maintenant, on est au niveau 4, malgré la perturbation faite par COVID qui a rendu difficile de mesurer le progrès à cause des manques de présence et des problèmes évidents. Donc, nous avons deux choses différentes. Nous avons un système d'éducation nouveau qu'il faut évaluer et comme faisant partie des projets que nous avons pour le niveau cadre, c'est le cadre de travail d'assistance. Nous, on vient de terminer les examens pour le 4e niveau et également nous avons essayé de mesurer les pertes. Pour l'année dernière, il y a eu une poussée vers les examens et ça a été fait. Donc, le Parlement nous a donné plus de 100 demandes sur les examens des niveaux 4. Mais nous l'avons fini et on va avoir le résultat la semaine prochaine. Il y a une autre au mi-janvier par national, je veux dire, ce que nous avons des questions de la Banque centrale et nous les distribuons selon un format de test pour voir où sont les élèves et comment ils réagissent au nouveau système d'éducation et quelles sont les leçons apprises. Et nous avons un autre avantage au niveau 10 à 12. Donc, nous avons essayé de renforcer l'apprentissage. On a intégré la technologie. Nous avons l'avantage de 2 millions d'enfants au secondaire qui ont des outils. Donc, nous avons des données très précises pendant les 3 dernières années, depuis que les enfants étaient en 2e année, jusqu'ils ont fini leurs études le dernier été. Maintenant, nous avons une nouvelle génération avec des appareils. Donc, nous avons fait plus de 20 millions d'examens sur ces appareils électroniques. Donc, on peut à travers ces données voir leur progrès année après année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris de l'agence JICA, ils ont un test. J'ai oublié le nom exact. Nous avons 3000 permis pour essayer. Nous les avons essayés dans différentes écoles, différentes années et donc c'est pour 4 années et un seul test. Donc, ironiquement, nous avons comparé les résultats de ce test entre les étudiants en Égypte et au Japon, les enfants du même âge. Pour tous les tests, les enfants japonais étaient supérieurs, excepté pour la 4e année. Pour la 4e année, les enfants égyptiens ont gagné la compétition et ça, c'est excitant parce que la 4e année est le résultat du nouveau système d'éducation. Pour les enfants, la 1e, 2e et 3e année, ils étaient bien préparés malgré le COVID. Donc, on va élargir ce test et probablement ça doit être une bonne source pour la banque de sources que vous avez mentionnées. Donc, nous avons un très grand nombre pour 2 millions d'enfants à l'école. On peut faire davantage d'analyses. Nous avons les résultats de tests et on voit la moyenne quand on change l'évaluation quand ils arrivent à la 10e année.
Donc, il y a une amélioration quand ils atteignent la 10e année. Donc, le membre le cadre enseignant dit qu'ils sont meilleurs que les anciens étudiants. Donc, tout ça, c'est grâce aux données. Et en général, on a des soucis sur la pauvreté d'apprentissage. Nous travaillons ensemble et nous parlons de ça. Et ça a pris la mauvaise direction à cause de Covid. Donc, nous avons besoin de données pour prendre des décisions informées. L'une des choses ici, ce qu'on attend des parents, parce que les résultats de ces tests font peur aux parents. Si on dit que le fossé d'apprentissage est au-delà de certains points, vous pourriez même suggérer que les étudiants redoublent l'année pour résoudre ça et que c'est académiquement nécessaire. Mais beaucoup de gens ne seront pas contents avec ça généralement. Mais ce que nous voulons faire, moi et Rob, vous avez mentionné quelque chose sur des échantillons de questions pour donner au pays pour mesurer l'alphabétisation. Et là, on peut faire quelque chose qu'on peut partager s'il le faut. Nous avons plus de données et on a besoin de plus. Et ça, c'est vraiment important pour les quelques mois à venir. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça fait plaisir d'écouter votre point de vue positif. Malheureusement, j'ai pas bien géré le temps comme il faut, donc j'ai un petit peu de temps pour les questions et réponses. Et si vous avez des questions, veuillez lever la main et on vous passera le microphone et on va essayer d'avoir vos questions courtes. Merci. Et veuillez vous présenter d'abord, par exemple, et à qui vous posez la question. Merci, je suis Momosaki Para. Je suis le groupe qui se concentre sur l'évaluation d'éducation. Ma question sur le compact de données, les étapes 2 et 3. Vous avez parlé des calendriers pour la première étape, mais je me demande quel est le calendrier pour les autres étapes. Si vous avez des objectifs, je pense que c'est important pour avoir ces sondages et des observations. Et ça peut aider dans l'évaluation pour qu'on puisse prendre action sur la base de ces résultats. Donc, je suis curieuse de savoir s'il y a un calendrier précis pour ça. Marie, vous pouvez répondre. On peut prendre une autre question s'il y en a. Oui, il y a certaines questions. On prendra 2 questions. Je m'appelle Michael Abdallah, je suis d'Égypte. Ça concerne le programme d'éducation spécialisée pour les enfants. Je remercie les panélistes pour leur contribution à ma question et au Dr Tarek pour le programme de santé et d'éducation. Je sais que l'Égypte a commencé un programme pour la nourriture dans les écoles. J'imagine qu'il faut beaucoup de progrès. Comment on peut rendre ce programme de nourriture, d'alimentation pour les écoles un programme global pour les enfants et non pas se concentrer seulement sur l'alimentation pour les écoles, mais la rendre comme une stratégie à long terme pour l'école. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? D'accord, merci. Donc, il y a un changement de microphone. Donc, il y a une personne ici et derrière. Je m'appelle Ramin Fahmy de l'Université américaine de Fujairah. Ma question est posée au Dr Tarek Shawqi.
j'aimerais savoir quelle est votre bataille pour le développement et l'éducation en Égypte. Vous avez commencé depuis 6 ou 7 ans avant. Donc, il y a eu un grand développement dans l'éducation et les systèmes à l'école, de nouveaux outils. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette expérience et comment vous l'appliquez en réalité? Merci. Je pense que c'est une question pour chacun des membres des panels. Merci beaucoup aux panélistes. Salut, je m'appelle Tom Kay. Dr Mounia, une question pour vous. Vous avez mis l'accent sur l'utilisation de la technologie pour soutenir l'éducation. Comment peut la technologie soutenir ceux qui ont un manque de ressources pour s'adapter au niveau de l'éducation? Donc, je ne vais pas guider les gens pour répondre à chaque question, mais j'imagine que vous pouvez pas répondre à la question de l'alimentation aux écoles. Et Dr Chowki, vous avez vos propres questions. Et là, ce sera la fin des panels. S'il y a des remarques finales, vous avez chacun 1 minute. Merci beaucoup. Donc, rapidement. Donc, le calendrier, ça dépend dépend de l'intérêt des pays. Il y a 2 contraintes ici. Tout d'abord, il y a le côté financier. On a besoin de ressources et ça peut être une combinaison selon le type. Et nous avons besoin de continuer de travailler avec la communauté et utiliser également les ressources nationales. Nous devons travailler ensemble. Et ça, c'est une seule contrainte. L'autre contrainte, c'est le côté technique. Et c'est pourquoi il y a ce partenariat entre UNESCO, UNICEF et la Banque mondiale ensemble. Donc là, ça devient intéressant. Et pour être honnête, ce n'est pas la contrainte essentielle pour plusieurs choses que nous avons. Il y a beaucoup d'exemples sur ce qu'il faut faire. Bien sûr, il y a des défis de mise en œuvre dans plusieurs pays, mais je pense que nous avons certaines bonnes idées pour les 3 piliers, y compris le pilier de la salle de classe. Nous avons développé un outil qui s'appelle Kipch, qui est une ressource gratuite pour donner un protocole pour les salles de classe et l'observation. Je pense que la contrainte essentielle est politique. La première, c'est d'avoir la décision que oui, on a besoin d'avoir les informations que nous devons déployer les enseignants de manière efficace. Et parce que nous voulons les déployer efficacement dans les écoles qui en ont besoin, par conséquent, nous prendrons la décision difficile pour dire qu'on n'a pas besoin de plus d'enseignants dans le côté urbain, mais dans les zones rurales. Et là, on aura besoin de données. Et on peut les définir et le faire. Donc, c'est une décision politique. La même chose pour l'observation des classes. Les enseignants ne veulent peut-être pas être observés. Je ne veux pas que les gens aillent aux classes et observent, me donnent un feedback. Ça peut arriver dans un système de haute performance, mais parfois il peut y avoir de la résistance contre ça. Donc il faut faire face à ces toutes contraintes. Et je pense que c'est la contrainte politique et celle sur laquelle il faut travailler. Dr Chowki, je peux dire une remarque rapide pour l'alimentation aux écoles. Oui, cette année, on a passé des programmes d'alimentation à une échelle nationale de nutrition et on l'a déployé. Nous donnons de l'alimentation à 12 millions d'enfants par jour en collaboration avec le ministère de Santé, donc des repas pour les enfants qui souffrent de problèmes alimentaires, par exemple, qui souffrent de l'anémie, de l'obésité
d'autres problèmes de santé et nous leur offrons des repas à travers le pays chaque matin et nous les emballons comme avec des produits matériels, des brochures pour les parents. Donc, nous envoyons des brochures à leur mère pour leur dire comment les nourrir le reste de la journée. Donc, ça fait partie d'un programme global avec une concentration sur le sport et d'autres activités. En ce qui concerne votre question, ça demande 5 jours sans sommeil pour vous parler des défis au niveau des réformes. La seule chose que j'aimerais mentionner, c'est difficile qu'il est de préparer un système de programme et de recueillir les données. La seule chose, si le temps pouvait revenir en arrière, c'est de parler plus avec les gens et de les préparer pour les réformes, parce que nous avons tous notre zone de confort. Donc, même si la réforme est mieux, les gens aiment ce à quoi ils sont habitués. Et ça, c'est une barrière plus forte que nous l'avons pensé au début. C'est vraiment incroyable comment les gens résistent pour refaire ce à quoi ils sont habitués. Donc, on a besoin de réexaminer ce que signifie l'apprentissage et de nous assurer qu'on parle de la même chose. Comme on a discuté pendant les dernières années, le système d'éducation dans le monde a fait beaucoup de progrès. Les gens parlent de papier, de diplôme. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par ça. Donc, nous aimons les points et les examens plus que l'apprentissage. Donc, nous voulons que les enfants apprennent et non pas qu'ils se préparent pour les examens. Et on dit aux mères de ne pas demander aux enfants de répondre aux questions sur les examens et comment ils ont fait aux examens. Ça, c'est pas facile. Et l'exploit, c'est d'arriver aux dernières années. Donc, ça, c'est une leçon et j'y passerai une fois qu'on a du temps. Sur la question sur la technologie, je vois que l'utilisation de la technologie est de deux manières. Apprendre la technologie pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui et du monde du futur. Et l'autre, c'est la technologie comme un outil pour apprendre. Et le fait d'avoir une expérience d'apprentissage meilleure avec l'audiovisuel ou le multimédia et les méthodes d'apprentissage, il y a une autre utilisation qui est importante, c'est la gestion du système d'éducation, le contrôle et l'évaluation et toutes ces choses, et même la connexion des données. Donc, l'utilisation de technologies dans tout ça, et non seulement envie de l'avoir, la technologie en soi. Donc, l'utiliser de manière appropriée pour obtenir de meilleurs résultats dans tous ces secteurs. Merci. Je vois que l'organisateur est devenu un peu stressé. Nous apprécions la Banque mondiale, l'UNESCO et le partenariat qu'on a avec UNICEF. J'aimerais féliciter le leadership des deux ministères sur la tribune. Donc, ce sont de très bons exemples. Et j'aimerais faire un commentaire rapide sur l'importance des processus et l'engagement avec les parents et le système d'école et la résistance que vous trouvez. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Ça vient avec les solutions techniques. Il faut avoir un engagement. Donc, ces changements culturels, de quoi, qu'est-ce que signifie l'éducation et sur quoi on est en train de travailler. Donc, les résultats de cet apprentissage pour les enfants, c'est pour réaliser leur propre potentiel. Merci encore pour ces opportunités et nous aimerions avoir plus de partenariats. Merci. Merci à vous tous pour votre participation.